Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nous allons voir qu'un acteur russe ambitionne de concurrencer SpaceX, mais d'abord à l'échelle nationale. Alors qui est cette entreprise? Quels sont ses objectifs? Eh bien nous allons aborder tout ça dans ce nouvel épisode destiné à l'actu nous provenant d'Asie. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Première actualité du jour, c'est que le New Space indien est en pleine croissance. Si nous allons sur le site de lancement de Sriharikota, la start-up indienne Skyroot Aerospace a lancé avec succès sa fusée expérimentale Vikram S, qui avait pour but d'apporter de premières données pour le développement de la famille de micro-lanceurs solides Vikram 1, 2 et 3. Alors à ce jour, Skyroot vise l'année prochaine pour le premier vol de son lanceur Vikram 1, qui pourra déployer 290 kg sur une orbite héliosynchrone de 500 km d'altitude. Mais pendant ce temps-là, du côté de la Chine, Galactic Energy a réussi un nouveau lancement. En effet, le 16 novembre, la start-up chinoise a lancé depuis le site de Jiuquan sa quatrième fusée solide CRS-1 qui a pu déployer un lot de 5 Jilin 1 Gaofen 3D en orbite terrestre basse. Alors c'est quoi les Jilin 1 Gaofen 0 3D? Eh bien ce sont des nanosatellites commerciaux qui font partie d'une constellation d'imagerie commerciale détenue et développée par Shenguang Satellite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'État chinois a l'intention de lancer une nouvelle constellation d'imagerie commerciale par l'intermédiaire de Xi'an Aircraft Industry Group, qui développera une couverture initiale de 128 satellites Tianling. Alors à l'avenir, cette constellation s'étendra à 2000 unités en orbite terrestre basse et elle fournira également des services IoT, c'est-à-dire qu'elle va apporter des services de télécommunication pour les divers appareils connectés au sol. Mais dans tous les cas, du côté de Galactic Energy, la startup maintient toujours son taux de réussite à 100%, alors que le prochain lancement de CRS-1 aura lieu certainement en mer. Le New Space chinois jongle entre obstacles et réussites. En effet, selon le site Taibo, la startup iSpace aurait remercié une centaine d'employés, ce qui ne m'étonne pas vraiment. Alors honnêtement, ces derniers mois ont été plutôt durs pour iSpace, notamment suite aux nombreux échecs sur l'Hyperbola 1, mais surtout avec les retards qui touchent Hyperbola 2. Pourtant, iSpace était l'un des favoris du New Space chinois, mais le projet a l'air de stagner alors que son rival Space Pioneer a testé avec succès le moteur du premier étage de son lanceur Tianlong 3. Nommé TH12 et fonctionnant au kérosène, il développe une poussée maximale de 110 tonnes dans notre atmosphère et c'est un moteur adapté pour le réutilisable. Maintenant, l'entreprise iSpace survivra-t-elle à cette période d'échec? Eh bien, on aura une réponse d'ici quelques mois. Dès maintenant, je vais vous demander de lever la tête et de regarder l'espace. Et oui, parce qu'une troisième sortie extravéhiculaire pour Changzhou 14 a eu lieu, et c'est ce jeudi 17 novembre que les taïkonautes Chendong et Chai Tuche sont sortis dans l'espace pour une nouvelle EVA. Alors lors de cette sortie de 5h30, ils ont installé des équipements de connexion entre les modules, ce qui permettra aux astronautes de se déplacer librement sur tout le corps de la station. Puis sur un second point, la CMSA leur a donné comme mission de déployer la caméra panoramique A du module Wentian. Néanmoins, lors de cette sortie, un dispositif inédit a assisté les deux membres d'équipage, car en effet, le bras principal de Tianre de 10 mètres de long et le bras de Wentian de 5 mètres de long se sont connectés pour former un seul et unique bras de 15 mètres au total. Alors comme vous l'aurez compris, ceci permet de gagner en portée, mais en tout cas, Changzhou 14 a conclu toutes ses missions de sortie, et ça sera Changzhou 15 qui prendra très bientôt le relais, vu que le lancement de l'équipage est prévu pour fin novembre. Ah, la Lune. La semaine dernière, c'était le lancement de SLS, mais l'objectif Lune de la Chine va lui se reposer sur le réutilisable. Et oui, pendant que le lanceur de nouvelle génération Long March 5G va miser sur le réutilisable et notamment avec un système se rapprochant de Smart Catcher, les institutions chinoises ont dévoilé un avant-goût de leur atterrisseur pour la Lune. Composé de deux segments, d'une partie réservoir et d'un module habité, l'atterrisseur chinois sera réutilisable et il va reposer sur un atterrissage à 4 jambes à l'horizontale. Alors l'objectif de cet engin sera d'utiliser un moteur YF75D fonctionnant à l'hydrogène pour la haute altitude, puis pour les phases de descente et d'ascension, tout reposera sur 8 propulseurs RCS. Par ailleurs, ce vaisseau pouvant accueillir 2 personnes sera une navette entre l'orbite lunaire et la surface de la Lune, c'est-à-dire un petit peu comme le Starship HLS de SpaceX, que l'entreprise est en train de développer pour la NASA. Donc au final, le vaisseau de nouvelle génération de casque aura lui comme objectif de transporter les taïkonautes autour de la Lune, puis de les ramener sur Terre.
Bon, pour rester autour de la Lune, un Japonais va certainement rejoindre la station spatiale lunaire américaine. Mais vendredi 18, le gouvernement japonais et la NASA ont convenu qu'au moins un astronaute japonais rejoindra le Gateway dans le cadre du programme américain Artemis. Donc en échange de cette place à bord de la station lunaire, le Japon va devoir livrer 4 tonnes de fret au Gateway avec un vaisseau spatial autonome au plus tard en 2030. Ce qui pourrait nous indiquer tout de même que le projet Dragon XL de SpaceX est certainement à la traîne. Mais finalement, en plus de devoir ravitailler cet avant-poste, le pays au soleil levant va devoir également fournir des équipements pour maintenir la capacité de survie de la station, tandis que le pays avait tout de même signé un accord pour prolonger l'exploitation de l'ISS jusqu'en 2030, ce qui avantageait bien évidemment les États-Unis. Néanmoins, avec le séjour de Yusaku Maezawa autour de la Lune en Starship, l'objectif du Japon sera de négocier avec les États-Unis pour qu'un Japonais puisse poser un pas sur le sol lunaire. Mais bon, du côté européen, l'ESA a déjà réussi à conclure un accord autour de la mission Artemis 5. Bon, pour revenir en orbite terrestre, un concurrent de Starlink va naître en Russie. Et oui, pendant que le premier vol d'Oriol n'aura pas lieu avant 2025, l'entreprise privée SR Space a déclaré qu'elle lancera son premier démonstrateur en 2024 via une fusée de la famille Soyuz. Ce premier SRNet pèse 460 kg et il sera placé à 600 km d'altitude pour fournir une bande passante de 40 gigabits par seconde via les bandes Q et K. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le futur, SR Space souhaite développer une constellation de 96 satellites. En outre, même si l'État russe est en train de mettre en œuvre son gros projet Sfera comprenant la constellation Internet Skiff, les acteurs russes veulent aussi se lancer sur cette verticale des services de télécommunication à haut débit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Mais retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, LinkedIn. Les liens sont en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye.